Ça, ce sommet-là, c'est la Tour Ronde, c'est du côté du Mont Blanc. C'est un des premiers sommets que j'ai fait dans le coin là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que y a le sommet là, tout en haut. Ici, on a, ici, on a la Rimet. La Rimet, pour faire simple, on va dire que c'est une grande crevasse. C'est un peu différent d'une crevasse, mais c'est un grand trou quand même, comme une crevasse, avec le glacier en dessous, et puis la neige là sur la pente au-dessus. Et quand on vient gravir la Tour Ronde, l'itinéraire, c'est de passer la Rimet par ici, ensuite on remonte la pente par là. Là, on voit qu'il y a une espèce d'entonnoir en haut, donc on passe dans le bas de l'entonnoir. Ensuite, on vient par là sur la gauche, et puis on traverse là le long et pour aller jusqu'au sommet. C'est ça la voie normale. Et il se trouve que un jour, il y a eu là dans le haut de l'entonnoir une personne qui est tombée et qui n'a pas été rattrapée par son coéquipier. Donc en tombant, en fait, les deux sont accordés, le premier tombe, le deuxième est censé pouvoir, déjà le premier est censé idéalement pas tomber, le deuxième est censé pouvoir retenir le premier si le premier tombe, mais ça n'a pas été le cas. Et il se trouve que ce jour-là, c'est en été et que y a beaucoup de monde dans la voie en dessous. Et donc nos deux personnes là qui sont dans l'entonnoir se mettent à glisser. La chute devient incontrôlée. Elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent, elles descendent. Et deux personnes qui descendent en glissant à grande vitesse sur une pente raide, avec une corde au milieu, qu'est-ce que ça fait? Ça fauche toutes les personnes qui se trouvent en dessous. Et donc on vient d'inventer le principe du roast beef, de la viande avec de la ficelle autour. Et qu'est-ce qui se passe au final? Si je me souviens bien, il y avait une dizaine de personnes, c'est l'ordre de grandeur en tout cas, qui atterrissent dans la crevasse en bas. Quel enseignement de ce truc-là? C'est que si je vais grimper la Tour Ronde avec un coéquipier, et s'il n'y a personne sur la montagne, je vais suivre exactement cet itinéraire-là, le plus court, là pour rejoindre le bas de l'entonnoir, et puis ensuite l'entonnoir, et puis l'arête, etc., comme je vous l'expliquais. Si aujourd'hui je vais faire l'ascension de la Tour Ronde, et qu'en regardant la montagne, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la voie, ce que je vais faire, c'est traverser la Rimet, et ensuite je vais plutôt aller par ici, même si c'est plus long, et faire toute mon ascension par ici, avant d'aller jusqu'en bas de l'entonnoir, pour que tout le temps où je monte dans cette partie-là, je ne sois pas soumis au risque de chute de pierre que les autres peuvent envoyer depuis l'entonnoir, ou au risque de chute de personnes qui sont dans l'entonnoir. Alors quelle est l'idée derrière ça? C'est que quand je dois évaluer une situation, je vais évaluer la probabilité et la gravité. Je vais évaluer la probabilité là, de tomber ou pas dans cette pente, la gravité si je tombe. Mais je vais le faire pour moi. Et il faut que je le fasse aussi en prenant en compte l'action des tiers. Et donc quand je vais évaluer ce qui peut se passer comme événement accidentogène, et que je vais regarder la probabilité ou la gravité que telle ou telle chose se produise, je vais regarder ce qui se passe moi et ma cordée, et moi et les autres. Et je ne vais pas avoir le même comportement si je suis tout seul, si on est plusieurs, s'il y a des interactions, et s'il y a des interactions possibles. Je ne dis pas qu'elles ont lieu, quand les deux qui sont en haut ne sont pas encore tombés, il n'y a pas d'interaction avec le reste des cordées, mais s'il y a des interactions possibles, du type s'ils tombent à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Eh bien, s'il y a des interactions possibles, je dois les prendre en compte dans mon évaluation des risques et donc modifier ma façon de faire. Qu'est-ce qui se passe dans votre métier? Qu'est-ce qui se passe dans ce que vous avez à faire? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme interaction qui provoque des difficultés ou des dangers? Et si oui, comment est-ce que vous adaptez votre comportement pour prendre en compte non pas simplement soi, non pas son propre environnement, mais l'environnement global, y compris avec tous les tiers qui viennent interagir avec vous.